d'Uvira à Kisangani, la journée a laissé des empreintes nettes. Des prix qui grimpent à la pompe, un chef de l'État qui défend notre vision du monde à Antalya et des chiffres d'emprunt qui devraient faire réfléchir chaque foyer congolais. Bonsoir à vous et bienvenue à Inside News RDC. À nos compatriotes de Naples qui ferment boutique ce vendredi soir, à ceux de Vienne qui attendent le tram dans le froid, à ceux de Strasbourg qui pensent encore au pays malgré la distance, nous partageons cette édition avec vous. Ce soir, la tension est d'abord économique. Pendant que le baril mondial se calme et que Téhéran rouvre le détroit d'Ormuz, notre gouvernement annonce qu'il va lever plus de 2000 milliards de francs congolais sur les marchés financiers dans les 3 mois qui viennent. Une décision que nous allons examiner avec toute la rigueur qu'elle exige. 2 grands rendez-vous cette nuit. D'abord, Antalya, où le président Félix Tshisekedi plaide pour une refondation du multilatéralisme à partir des régions. Une prise de position qui engage notre diplomatie dans un pari ambitieux. Ensuite, cet emprunt massif qui soulève une question essentielle. La République démocratique du Congo prend-elle le chemin des dettes occidentales, ces chaînes qui enserrent des nations pourtant riches depuis des décennies? Nous aborderons aussi l'ajustement des prix du carburant, la libération de près de 200 otages en Ituri et la réouverture du détroit d'Ormuz qui redessine notre facture énergétique. Ouvrons cette édition sans détour. Ce vendredi 17 avril, le président Félix Tshisekedi est intervenu au 5e forum diplomatique d'Antalya, en Turquie. Au panel des chefs d'État consacré au rôle de l'appropriation régionale dans un monde en transformation, le chef de l'État congolais a défendu une thèse claire devant plus de 5000 participants venus de 150 pays. Selon lui, le multilatéralisme a montré ses limites, mais doit être refondé à partir des dynamiques régionales non abandonnées. Cette prise de parole s'inscrit dans un contexte où les institutions héritées de 1945 montrent leurs limites. Le Conseil de sécurité de l'ONU peine à peser sur le Moyen-Orient malgré la trêve annoncée ces dernières heures. L'Assemblée générale de l'Union interparlementaire qui s'ouvre à Istanbul, où notre Sénat est représenté par Jean-Michel Samaloukonde, débat elle aussi de cette crise du multilatéralisme. Félix Tshisekedi rejoint ainsi un mouvement mondial de réformateurs. Le président congolais a déclaré textuellement « Le multilatéralisme a montré certaines limites, mais je ne pense pas qu'il soit temps de le rejeter. Il convient de le reconstruire, de le refonder à partir des dynamiques régionales. » Pour étayer sa thèse, Félix Tshisekedi a cité le corridor de Lobito qu'il présente comme un modèle d'intégration économique capable de garantir la paix par la protection d'intérêts communs. La République démocratique du Congo, a-t-il rappelé, compte 9 voisins sur une superficie équivalente à toute l'Europe de l'Ouest, Royaume-Uni compris. Ce plaidoyer pose cependant une question de cohérence. Les dynamiques régionales que le président appelle de ses vœux ont déjà été testées sur la crise de l'Est. Le sommet conjoint EAC-SADC, les processus de Luanda puis de Nairobi, les multiples médiations africaines n'ont pas empêché la chute de Goma, puis la prise de plusieurs axes par l'AFC M23. Les chiffres compilés par les agences onusiennes établissent que plusieurs millions de Congolais restent déplacés à l'intérieur de leurs propres frontières. Et c'est finalement à Doha, puis à Washington, loin du cadre régional, que des accords ont été signés. Le corridor de Lobito lui-même a été négocié sous impulsion américaine. L'appropriation régionale en RDC reste donc, sur les faits, plus un horizon qu'un acquis. Au même panel, le président du Burundi, Evariste Ndayishimiye, a filé une image parlante. « Je considère que la communauté internationale est comme une famille fondée sur l'union. Mais si l'un des membres décide de lâcher la main, l'équilibre de l'ensemble se trouve menacé. » Le vice-président du Salvador, Félix Ulloa, a lui rappelé que le système onusien reste le produit de l'ordre de Yalta de 1945, inadapté aux défis transnationaux du XXIe siècle. Ces voix convergent vers un constat. La réforme ne peut venir que d'une volonté politique assumée. Pour nos compatriotes,
Cette bataille diplomatique n'est pas un décor lointain. Chaque dollar qui entre dans le pays par le corridor de Lobito ou par nos ports maritimes dépend de la capacité de notre diplomatie à tisser ces alliances régionales. Si l'intégration promise se concrétise, le délai de transport de nos marchandises passe de 20 jours par l'océan Indien à 7 jours via Lobito. C'est autant de coûts réduits sur le pain, sur le ciment, sur le carburant que nous consommons chaque jour. Mais si le discours reste un plaidoyer sans infrastructure derrière, les mêmes foyers continueront à payer au prix fort les importations qui transitent par des routes étrangères que nous ne maîtrisons pas. Reste alors la vraie question. Comment passer d'une plaidoirie à une exécution vérifiable? Qui, dans les administrations congolaises, va traduire cette vision présidentielle en accords opérationnels, en kilomètres de rails construits, en ports agrandis, en frontières digitalisées? Qui rendra compte, dans 6 mois, des étapes franchies? L'appropriation régionale se construit dans les dossiers techniques, pas dans les discours bien tournés. C'est dans cette exigence de suivi que se jouera la crédibilité de notre diplomatie pour les années à venir. Et cette bataille dépasse les palais. La stabilité diplomatique de notre pays conditionne la valeur de notre monnaie et l'avenir des enfants qui grandissent ce soir dans les maisons de l'Ituri, du Tanganyika ou du Kasaï. De la tribune turque où notre président dessine l'horizon des alliances, revenons au compte de la République. Car pendant que la diplomatie travaille à long terme, le Trésor, lui, parle en urgence. Le gouvernement de la République démocratique du Congo prévoit de lever 500 milliards de francs congolais et 550 millions de dollars américains sur le marché financier entre avril et juin 2026. L'information figure dans la note de conjoncture de la Banque centrale du Congo, publiée cette semaine. Au premier trimestre, Kinshasa avait déjà mobilisé 364,6 millions de dollars sur les 400 millions ciblés et 20 milliards de francs sur les 600 milliards visés. L'encours global des titres publics atteint désormais 6 618,9 milliards de francs. Cette trajectoire rejoint un mouvement qui dépasse nos frontières. En France, la dette publique a franchi les 3 300 milliards d'euros en 2025. Aux États-Unis, elle dépasse les 36 000 milliards de dollars. L'Italie consacre plus de 75 milliards d'euros par an au seul remboursement des intérêts. Ces nations, présentées comme riches, vivent sous le joug permanent de leurs emprunts passés. La République démocratique du Congo, pourtant nation aux richesses minérales immenses, s'inscrit progressivement dans cette même logique. Les raisons avancées par le gouvernement sont connues. La trésorerie de l'État est sous forte tension. Au 9 avril 2026, le tableau de suivi de la BCC relève des recettes de 239,5 milliards de francs pour des dépenses atteignant 490 milliards. L'État dépense 2 fois plus qu'il ne gagne sur la même période. Dans ces conditions, le recours aux bons et obligations du Trésor est présenté comme un outil technique classique. L'adjudication du 7 avril a d'ailleurs affiché un taux de couverture de 115%, signe d'un appétit réel des investisseurs pour la dette congolaise. L'arithmétique est sans concession. 500 milliards de francs et 550 millions de dollars en un seul trimestre représentent, convertis au taux actuel, environ 2040 milliards de francs congolais, soit près de 728 millions de dollars de nouvelles dettes en 90 jours. Sur l'année, au même rythme, la trajectoire frôle les 3 milliards de dollars. Pour comparaison, le budget voté pour 2026 tourne autour de 20 milliards de dollars. Près de 15% du budget national est désormais financé par l'emprunt, au taux de 9% l'an sur les obligations en devises. Regardons l'autre bout du tunnel. La France, dont la dette a explosé après 2008, met plus de 15 ans à rembourser les seuls intérêts annuels. La Grèce, sortie de crise en 2018, reste endettée à 160% de son PIB 7 ans plus tard. Le Japon consacre près d'un quart de son budget au service de sa dette. Voilà le modèle. Plusieurs économistes congolais alertent sur cette dérive depuis plusieurs mois. Un État endetté à 9% l'an sur des titres de 18 mois
doit rembourser près de 100 millions de dollars d'intérêts pour chaque 550 millions empruntés aujourd'hui, en plus du capital initial. Le Fonds monétaire international, dans ses revues successives du programme en cours avec la RDC, alerte régulièrement sur la soutenabilité de la dette intérieure et extérieure si les recettes fiscales ne suivent pas la cadence des dépenses publiques. La Banque mondiale évoque dans ses derniers rapports un risque modéré de surendettement. Pour les foyers, cet argent emprunté aujourd'hui devra être remboursé demain par l'impôt, par la dépréciation de la monnaie ou par la réduction des services publics. Chaque franc d'intérêt payé à un créancier est un franc qui n'ira pas à l'hôpital de Kinshasa, à l'école de Mbandaka ou à la route de Lubumbashi. Et l'effet se voit déjà dans les marchés. Quand l'État absorbe autant de devises sur le marché local, la disponibilité du dollar se tend. C'est l'une des raisons pour lesquelles le franc congolais perd régulièrement du terrain face à la monnaie américaine, aggravant la facture des importations que nos commerçants paient en devises et répercutent sur les prix à la consommation. La question n'est donc plus de savoir si l'emprunt est un outil légitime. Tous les États y recourent. La question est celle du rythme et de la destination. Ces 728 millions de dollars vont-ils financer des infrastructures productives qui dégageront demain de nouveaux revenus fiscaux, ou vont-ils combler des dépenses courantes sans retour? Qui, au Parlement, va exiger une traçabilité publique et trimestrielle de chaque tranche levée? Car une dette mal utilisée en 2026 devient la chaîne qu'un enfant de Kananga devra porter en 2040. Et cette chaîne ne baisse pas qu'au sommet. Un entrepreneur de la Gombe qui voit sa devise se déprécier, une mère qui voit le sac de farine augmenter à Mongafula, un étudiant bloqué dans une école sous-financée, tous portent le même poids. Le piège de la dette ne choisit pas ses victimes. Cette pression budgétaire ne se construit pas dans le vide. Elle s'accompagne de chocs immédiats sur la vie quotidienne, à commencer par ce que nos compatriotes payent à la pompe dès ce vendredi matin. Le comité de suivi des prix des produits pétroliers a tranché lors de ses réunions des 15 et 16 avril. Dans la zone ouest, le litre d'essence passe de 2440 à 2640 francs congolais, soit une hausse de 8,2%. Le gasoil grimpe de 2430 à 2635 francs, une progression de 8,4%. La zone sud domestique affiche désormais 3 930 francs pour l'essence et 4 435 francs pour le gasoil. La zone est reste la plus exposée avec 4 400 francs le litre d'essence et 5 600 francs pour le gasoil. Pour le secteur minier de la zone sud, les tarifs sont libellés en dollars, 2,55 $ pour l'essence et 3,12 $ pour le gasoil. Le gouvernement justifie l'ajustement par la flambée des cours internationaux liés au conflit au Moyen-Orient. Des mécanismes complémentaires sont annoncés pour sécuriser l'approvisionnement, avances aux sociétés commerciales et paiement anticipé de la certification des produits pétroliers. Pour combien de temps les ménages absorberont-ils cette vague quand chaque franc de plus à la pompe remonte dans le panier, dans le transport et finit dans les factures familiales? Les prix à la pompe touchent tous les foyers. Mais à l'est du pays, une autre actualité redonne un peu d'espoir aux familles qui attendaient depuis des semaines le retour de leurs proches. Dans le territoire de Mombasa, en Ituri, les forces conjointes des forces armées de la RDC et de l'armée ougandaise ont libéré près de 200 personnes enlevées par les rebelles des ADF. L'information a été confirmée ce vendredi 17 avril par la société civile locale et par le colonel Maxime Chishimbi, administrateur militaire adjoint de Mombasa. Les libérations se sont déroulées en plusieurs vagues depuis le mercredi 15 avril, principalement dans les localités de Bandibwame et Babongbe, à une trentaine de kilomètres de Mombasa Centre. Au total, 144 ex-otages se sont rendus au FARDC, pendant que plus de 50 autres parvenaient à s'échapper durant les opérations. La société civile estime à environ 400 personnes le nombre total de Congolais kidnappés par les ADF depuis la mi-mars. Il resterait donc encore une centaine d'otages aux mains des ravisseurs,
ce qui maintient une pression opérationnelle forte sur la coalition. Le bilan humain des attaques du mois de mars à Mombasa dépasse les 100 morts, avec des milliers de déplacés. La question posée par la présidente de la société civile, Marie-Noëlle Anotan, reste entière. Jusqu'où la coalition ira-t-elle pour démanteler les bastions ADF ? Si le front Est mobilise nos forces terrestres, un autre front, maritime celui-là, bouge à des milliers de kilomètres de nos côtes. Et son déblocage va nous concerner de près. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré ce vendredi 17 avril le détroit d'Ormuz entièrement ouvert à la navigation commerciale pour la durée restante du cessez-le-feu entre Téhéran et Washington. Une annonce saluée immédiatement par le président américain Donald Trump sur sa plateforme Truth Social. Les marchés ont réagi sans attendre. Le baril de Brent a perdu plus de 10% dans la journée pour s'établir autour de 89 $. Le West Texas Intermediate a reculé de 11% à 84 $. Ce déblocage concerne directement nos foyers. Plus de 20% du pétrole mondial transite par ce détroit stratégique entre l'Iran et la péninsule arabique. Chaque blocage se traduit, dans les semaines qui suivent, par une hausse des cotations à Rotterdam et donc par une pression directe sur les prix à la pompe à Kinshasa, à Lubumbashi et à Goma. Si la trêve tient et que la baisse des cours se confirme, le comité de suivi des prix des produits pétroliers devra logiquement réviser à la baisse les structures tarifaires validées cette semaine. Les ménages congolais attendent ce geste de transparence, autant que les automobilistes américains. Cette accalmie maritime éclaire une autre bataille de sécurité. Car pendant que le Moyen-Orient range ses fusils, la RDC se positionne sur un autre bassin stratégique, le golfe de Guinée. Le vice-premier ministre et ministre de la Défense Guy Kabombo Mouadiane Vita a représenté la RDC à la première réunion plénière du G7++, groupe des Amis du Golfe de Guinée, tenue les 15 et 16 avril à Paris. Co-présidée par la France et le Gabon, la rencontre a réuni les ministres de la Défense et de la Sécurité maritime de plusieurs États africains et européens. L'objectif affiché est de coordonner la lutte contre la piraterie et les trafics dans une zone stratégique pour le commerce régional. Guy Kabombo a présenté 3 axes prioritaires. D'abord, une liaison permanente entre la RDC et la coordination du G7++ pour améliorer les échanges d'informations. Ensuite, une assistance technique et un appui à la formation pour renforcer la structure interne de l'action de l'État en mer. Enfin, l'opérationnalisation de la zone 1 du CRESMAC selon l'architecture du Code de Yaoundé. Le ministre a également annoncé l'envoi prochain d'un attaché de défense à Paris. Nos côtes du Congo central, nos importations stratégiques par Matadi et Anana dépendent directement de la sécurité des routes maritimes de cette région. Ces batailles de chancellerie se mènent loin des regards. Mais à l'intérieur du pays, d'autres signaux réclament notre attention ce soir. Aucun de ces dossiers n'est mineur. Ils disent, chacun à leur manière, l'état réel de notre nation ce vendredi soir. Un accord d'étape a été signé ce mercredi en Suisse, près de Montreux, entre les autorités congolaises et l'AFC M23. Le texte prévoit le renforcement du mécanisme conjoint de vérification de la trêve, placé sous l'égide de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs avec appui des Nations Unies. Le Conseil de sécurité, réuni le même jour, a réclamé un cessez-le-feu effectif et vérifiable, soulignant le décalage persistant entre les engagements politiques et la réalité des violences. Cette bataille pour la vérification du cessez-le-feu trouve un écho direct dans les hauts plateaux de Kalehe, au sud Kivu, où l'école paie aujourd'hui le prix de la guerre. Depuis 7 jours, les affrontements entre le M23 et les Wazalendo ont vidé les écoles du groupement de Ziralo. Les déplacés ont rejoint Lulambo et Biriko en territoire de Walikale. À moins d'un mois des épreuves certificatives de dissertation, parents et responsables scolaires redoutent une nouvelle année compromise pour des centaines d'élèves.
Et cette insécurité qui paralyse la classe à Kalehe trouve un contrepoint diplomatique à Kinshasa. Le chef de la MONUSCO, James Swan, a entamé ce vendredi 17 avril une série de consultations politiques dans la capitale. Les premiers échanges ont eu lieu avec des représentants de l'opposition. Des rencontres avec la majorité présidentielle, la société civile, les organisations de jeunes et de femmes suivront dans les prochains jours. L'initiative vise à recueillir les analyses des acteurs sur les défis sécuritaires alors que le mandat onusien reste au cœur des débats. Quittons le terrain pour les couloirs du Palais du Peuple. La motion de défiance visant le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani-Louko, est en passe d'être déclarée caduque. Le bureau de l'Assemblée nationale n'a pas convoqué de plénière spéciale dans les 48 heures requises. Plusieurs regroupements politiques, dont l'AFDCA, ont désavoué l'usage de leurs élus et dénoncé des vices de forme, dont des signatures falsifiées. Le député Ladi Yangotikala, initiateur de la motion, garde néanmoins le soutien de jeunes mobilisés à Kisangani, son fief électoral. Cette résistance institutionnelle à Kinshasa trouve son pendant en Tshopo, où le gouverneur Paulin Lendongolia Lebabonga a signé dans la soirée du jeudi 16 avril un arrêté portant nomination de 10 ministres provinciaux. Ce troisième gouvernement Lendongolia fait entrer 2 femmes dans l'exécutif, dont Claudine Atissadi Elondia au plan et au budget. Le ministère des Finances revient à Patrick Assoumani Madropia. L'intérieur est confié à Michel Bayaka Assoumani. L'arrêté est entré en vigueur à la date de sa signature. Pendant que les institutions se recomposent, un autre front, celui des enseignants du Kwilu, s'apprête à entrer en résistance. Plus de 9715 enseignants de la sous-division Kwilu 3, dans le nord du territoire d'Idiofa, menacent de cesser toute activité d'ici 7 jours si leur salaire d'octobre 2025 n'est pas versé. Réunis en assemblée extraordinaire à Dibaya Loudoué, ils dénoncent un traitement discriminatoire. Leurs collègues d'Idiofaville, payés par la même banque Afriland First Bank et figurant sur le même fichier de paye, ont perçu leurs émoluments depuis le mois dernier. Si la paye des enseignants pose la question de l'équité interne, un autre dossier soulève celle de la souveraineté migratoire. Un premier groupe de 15 migrants, 7 femmes et 8 hommes de nationalité péruvienne, colombienne et équatorienne, a atterri à Kinshasa dans la nuit du jeudi au vendredi, après une escale à Accra. Ils sont logés près de l'aéroport international de Ndjili, sous la surveillance de la police nationale congolaise. L'Institut de recherche en droits humains, dirigé par Hubert Chiswaka, dénonce une violation du principe de non-refoulement et appelle le gouvernement à suspendre l'application de l'accord avec les États-Unis et à en publier les termes pour examen de conformité. De la souveraineté migratoire à la souveraineté alimentaire, l'alerte finale de ce vendredi vient de nos paysans. L'Alliance nationale engagée pour la promotion de l'agroécologie et la souveraineté alimentaire, l'ANASA RDC, appelle le gouvernement à engager des réformes structurelles pour garantir une agriculture durable. Dans sa déclaration publiée ce jeudi 16 avril à Kinshasa, l'organisation dénonce l'accaparement des terres, la pression des modèles agricoles industriels et l'érosion des semences paysannes. Sans agriculture résiliente, peut-on encore parler de souveraineté? Voilà, chers compatriotes, le tableau que notre République nous offre en ce vendredi 17 avril 2026. Des dossiers lourds, des frontières à tenir, des foyers à protéger. Prenons un instant pour rassembler tout cela. Retenons d'abord le pari diplomatique d'Antalya, où le président Tshisekedi défend un multilatéralisme refondé sur les dynamiques régionales et sur le corridor de Lobito. Retenons ensuite la trajectoire d'endettement qui interpelle. Près de 730 millions de dollars à lever entre avril et juin, à des taux qui engagent l'avenir des générations. Retenons la hausse des carburants à 2640 francs le litre d'essence à Kinshasa et la réouverture du détroit d'Ormuz qui laisse entrevoir une détente sur nos factures. Retenons enfin la libération de près de 200 otages en Ituri par les FARDC-UPDF, un succès de terrain
qui n'efface pas les 100 otages encore captifs. La pensée de ce soir nous vient de Patrice Lumumba, notre premier ministre, dans sa dernière lettre à son épouse Pauline Opango. L'histoire dira un jour son mot, mais ce ne sera pas l'histoire qu'on enseignera à Bruxelles, à Washington, Paris ou aux Nations Unies, mais celle qu'on enseignera dans les pays affranchis du colonialisme et de ses fantoches. Ces mots résonnent ce vendredi. Les chaînes de la dette ne sont pas un destin. L'histoire de la RDC reste à écrire par les Congolais eux-mêmes. Nous vous retrouvons dans quelques semaines pour poursuivre ce travail de vérité. Pour approfondir les enjeux d'endettement abordés ce soir, retrouvez sur notre canal YouTube le dossier L'hémorragie silencieuse, qui éclaire la fuite des capitaux africains, un angle complémentaire à l'actualité budgétaire de ce vendredi. Je confie les éditions du week-end à ma consoeur Ilunga. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et chacun de nos foyers. C'était Mallory pour Inside News RDC. Très bon début de week-end et passez une très bonne soirée.